Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous partons dans le Pays Basque. Entre Pyrénées et Océan Atlantique, ce petit territoire est surtout très apprécié pour ses immenses plages le long de la côte. Mais vous allez voir que ce pays bénéficie également d'un patrimoine d'une richesse insoupçonnée. Au cours de ce voyage, nous vous emmènerons découvrir Saint-Jean-de-Luz, ravissante ville côtière bordée de sable fin et renommée dans le monde entier. Puis, nous partirons dans les terres visiter Saint-Jean-Pied-de-Port, lieu de passage obligatoire des pèlerins en route vers Compostelle. Enfin, nous nous promènerons à Mauléon, capitale de la très célèbre espadrille, avant d'aller nous perdre dans la nature sauvage environnante, véritable écrin de verdure au beau milieu des montagnes. Mais vous allez voir que cette escapade vous réservera encore bien d'autres surprises. Et ce sont bien sûr d'authentiques Basques, fiers de leur pays et de ses traditions, qui nous les présenteront. Grâce à eux, vous allez plonger au cœur d'un territoire exceptionnel, unique en France. C'est à Saint-Jean-de-Luz, sur la côte basque, que nous commençons notre voyage. Célèbre pour ses impressionnantes falaises découpées, ses plages de sable fin et son port de pêche pittoresque, Saint-Jean-de-Luz est la station balnéaire la plus réputée de la côte basque. Louis XIV, l'empereur Napoléon III et sa femme l'impératrice Eugénie, tous ces grands noms ont été séduits bien avant nous par cette ville qui, fort heureusement, a su préserver son authenticité et témoigne encore aujourd'hui de son riche passé maritime. Né à Saint-Jean-de-Luz il y a 41 ans, Sébastien est un véritable enfant du pays. Il adore sa ville et c'est donc en toute logique qu'il sera notre guide pour la découvrir. Donc moi je suis né ici, je partirai pour rien au monde parce qu'on a un super cadre de vie, il y a plein de choses à faire, c'est jamais pareil. Il y a la plage, il y a la montagne, c'est vraiment un superbe endroit pour vivre et très convoité je pense. Ongi etorri deneri et pour ceux qui ne parlent pas le basque, bienvenue à tout le monde. Si vous cherchez le plus beau point de vue sur la ville de Saint-Jean-de-Luz, c'est incontestablement sur la colline de Sainte-Barbe que vous trouverez votre bonheur. Ce site privilégié vous offrira le plus beau panorama sur la ville et sa baie. C'est d'ailleurs ici même que Myriam, une guide passionnée et intarissable sur l'histoire de sa ville, retrouve Sébastien. Et alors, on prend le soleil un peu? Tu m'étonnes. Ou tu admires la ville? J'admire la ville. Alors c'est vrai qu'on a une superbe vue d'ici. Hein. Regarde par exemple, tu vois, tout ce qui est à droite de l'église, c'est le vieux quartier de Saint-Jean-de-Luz, avec les maisons d'armateurs, le port, etc. Et à gauche de l'église, eh ben, c'est l'extension un petit peu balnéaire de la ville. Tu sais comment on dit Saint-Jean-de-Luz en basque, je suppose. Donibane Insune. Ah bien. Alors, tu peux m'expliquer un peu plus le... C'est vrai. Alors Donibane, c'est Saint-Jean en basque. Iban, c'est le prénom Jean, tu dois savoir ça. Oui. Et Loetsune désigne le terme de marécage. Et Loetsune, par contraction successive, est devenu Luz. Toute la partie qu'on va voir tout à l'heure, donc qui parle du port, on était autrefois sur des marécages. Donc c'est de là que vient le mot de Saint-Jean-de-Luz. Une explication qui a le mérite d'être claire. Vous ne serez donc pas surpris si la première étape de notre balade à Saint-Jean-de-Luz prend pour point d'ancrage son ravissant port coloré, digne des plus jolies cartes postales.
C'est le lieu emblématique de la ville. Il est, depuis le XVe siècle, essentiel pour l'économie du Pays basque. Autrefois, on pêchait la baleine ici. Comment ça se passait? Il faut savoir que la baleine était dans tout ce qu'on appelle le golfe de Gascogne. Donc elle était proche de nos côtes. Donc il y avait des tours de guet qui étaient installés le long des côtes. Et dès qu'une baleine approchait, les embarcations partaient sur l'eau pour chasser la baleine, l'épuiser à coups de harpon, la ramener sur les grèves et là elle était dépecée. Puis malheureusement elle s'est éloignée de nos côtes, donc on a été jusqu'à Terre-Neuve. Et au XVIe siècle, on s'est tourné vers la pêche à la morue dans les eaux de Terre-Neuve, ce qui a fait un petit peu notre fortune ici à Saint-Jean-de-Luz. La morue, ça se pêche encore? Non, mais d'abord la morue, il faut savoir qu'elle n'était pas ici, on la pêche à Terre-Neuve et elle s'est arrêtée pratiquement au XVIIIe siècle, puisqu'on a perdu Terre-Neuve, simplement à ce moment-là. Puis on s'est tourné vers la pêche à sardine et la pêche au thon par la suite. D'accord. Donc il faut savoir que quand même il y avait ça. À un moment donné, on a été premier port thonier de France dans les années 50 et il y avait pratiquement une vingtaine d'usines ici sur Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Le plus vieux bateau, peut-être tu le connais ici dans ce port, c'est l'Aérocha. Et oui, bien sûr, ce bateau qui est juste là. Il date de 1953. Sa particularité, c'est qu'il est en forme de chaloupe. Tu vois, il n'a pas l'arrière-plat comme les autres bateaux. Il est assez caractéristique des chantiers navals qu'il y avait jusque dans les années 60 ici. 10e port de pêche français, on y dénombre aujourd'hui pas moins d'une quarantaine de bateaux encore en activité. Mais Saint-Jean-de-Luz n'est pas qu'une ville portuaire. C'est aussi une ville au patrimoine historique riche. Nous allons vous faire découvrir à présent un des monuments phares de son histoire, l'église Saint-Jean-Baptiste, située en plein cœur du vieux quartier de la ville. Un édifice que connaît bien Sébastien, à quelques détails près. Alors Sébastien, oui, je sais tout ce que tu vas me dire. Tu connais l'église de Saint-Jean-de-Luz par cœur, comme un bon vieux Lusien qui se respecte. Exactement. Mais je vais peut-être t'apprendre des choses. Dis-moi. Alors il faut savoir que traditionnellement, les femmes restent en nef et les hommes montent dans les galeries. D'accord. Tu dois le savoir, ici en Pays basque, la femme est maîtresse de maison. Et celle aussi qui s'occupe du culte des morts. Donc dès qu'il y avait un mort dans la famille, c'est elle qui s'occupait. Il faut savoir qu'autrefois, il n'y avait pas de cimetière. On enterrait dans les églises et autour des églises. Donc la place de la femme était tout naturellement en nef. Et les hommes, bien sûr, montaient dans les galeries. Pour s'approcher du ciel. Pour s'approcher du ciel, évidemment. Ils avaient plus de choses à se faire reprocher. Que vous soyez dans les galeries ou bien dans le cœur de la nef, il vous sera impossible de ne pas remarquer cette œuvre monumentale qui orne le fond de l'église. Un spectaculaire retable baroque du XVIIe siècle. Par exemple, on a en bas, tu peux voir un très beau tabernacle. Au-dessus, tu reconnais peut-être? Jean-Baptiste. Ben oui, notre saint patron, évidemment. Bingo. Et puis au-dessus, c'est Marie dans l'Assomption. Et encore au-dessus, on peut voir un personnage avec un globe terrestre. C'est Dieu le Père, maître de l'univers. D'accord. En 1660, un événement marqua profondément la ville de Saint-Jean-de-Luz et ses habitants. C'est en effet ici que Louis XIV épousa l'infante Marie-Thérèse, mettant ainsi un terme à l'interminable conflit qui opposait alors la France à l'Espagne. Un mariage fastueux, encore très présent dans les mémoires. Dis-moi, ces galeries, elles existaient du temps du fameux mariage de Louis XIV? Ah, le fameux mariage de Louis XIV. Bien sûr, c'est bien qu'on en parle un petit peu, il faut quand même l'aborder. Donc il y avait toute la cour de France qui assistait au mariage, en fait. Rien que ça. Et puis il y avait du monde partout. Donc il y avait du monde dans des galeries, il y avait du monde contre le mur de l'église, et il y avait du monde à l'extérieur. Et cette fameuse porte qui, paraît-il, aurait été murée en suivant après le passage du couple royal? Oh oui, il y en a eu des légendes, en effet, sur cette porte. En fait, quand on a vérifié un petit peu les archives de l'église, on s'est aperçu que la porte a bien été murée après son passage. Mais en réalité, quand Louis XIV est venu, ici, il a trouvé une église en travaux. Donc quand Louis XIV est parti, on a décidé de reprendre les travaux de l'église, donc d'agrandir, si tu veux, le chevet. Et puis on s'est aperçu que cette porte devient inutile. On ouvre le grand portail par lequel on passe habituellement. Et quand il est pratiquement terminé en 1669, on mure la porte par laquelle Louis XIV est passé effectivement. Aujourd'hui, un oratoire représentant une crucifixion dissimule l'emplacement de cette ancienne porte. De l'autre côté, à l'extérieur de l'église, vous pourrez y lire une inscription certifiant que la porte a bien été murée juste après le passage du roi. Une rumeur populaire qui n'est donc pas près de s'éteindre. Quittons à présent le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz pour nous rendre à quelques kilomètres de là, sur la ravissante corniche du Rugne. Un site naturel et protégé que Sébastien souhaite nous faire découvrir. Il a choisi pour cela de nous faire rencontrer Emmanuel, ce viticulteur passionné
a fait en 2009 le pari audacieux de planter sur ses collines 2 hectares de vignes. Dis-moi Manu, d'où ça te vient cette idée de faire de la vigne sur ce site quand même assez exposé au vent et tempête? Alors au départ, je ne pensais pas me retrouver sur la corniche. Et puis depuis 2005, en fait, avec un de mes amis qui est un des grands spécialistes des sols viticoles, on cherchait sur toute la côte basque les sols les plus adaptés en fait. Et un jour, on a eu de la chance. Ça, c'est des terrains qui appartiennent à la mairie du Rugne. Et ils venaient de faire un fossé sur tout le long. Et on a vu une coupe de sol parfaite. Et on s'est dit que c'était là ou jamais. Avec un sol essentiellement composé d'argile, un vent permanent qui assèche les vignes et une plus longue exposition au soleil qu'ailleurs, ce terrain regroupe toutes les qualités nécessaires au bon rendement d'un vignoble. Et au niveau du fruit, quand est-ce qu'il est, mûr là? Là, on n'est pas loin. vendange. Pour le type de vin que je veux faire, là, on n'est pas loin. On doit être à environ une semaine. Ça, ce raisin-là, je le vinifie très traditionnellement, presque à la bourguignonne. Mais si une partie de la récolte d'Emmanuel est vinifiée traditionnellement dans un chai, l'autre en revanche est travaillée dans un lieu bien loin de tout ce que vous pouvez imaginer, au beau milieu de la baie de Sokoa. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien sous l'eau, dans ces larges cuves blanches, qu'Emmanuel vinifie son vin. Un concept incroyable, totalement inédit en France. Donc voilà, ici on voit bien où sont les cuves. Tu vois, le bateau noir de plongée, il est amarré sur une bouée jaune. Voilà. Et c'est à la verticale de cette bouée. Les cuves sont à 15 mètres sous l'eau. Les cuves vont rester immergées pendant plusieurs mois dans l'endroit le plus calme de la baie. Le but, obtenir un vin très légèrement pétillant et unique en son genre. Comment ça t'est venu cette idée de mettre des fûts en immersion? Alors en 2000, j'étais en Argentine. Donc je faisais de l'effervescent en cuve là-bas. Et j'avais été étonné de la dépense d'énergie colossale uniquement pour reproduire des conditions physiques qu'on a classiquement dans le milieu marin. C'est-à-dire une stabilité de température entre 10 et 13 degrés, la pression et l'agitation. Et ça, Manu, ça existe ailleurs ce procédé ou... Non, en fait, donc moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment travailler fermenter le vin sous l'eau. Et ça se fait nulle part. Quand j'ai déposé le brevet, on a recherché. En fait, les seuls qui ont mis de l'alcool en vrac sous l'eau sont des Japonais dans les années 50. Mais la douce folie d'Emmanuel ne s'arrête pas là. Si vous croyez qu'il fait vieillir son vin dans une cave traditionnelle, détrompez-vous. C'est tout bonnement au cœur de l'ancienne réserve à poudre du fort de Sokoa qu'il a installé ses chais de vinification. Un lieu qui était voué à la destruction et qu'Emmanuel a entièrement réhabilité. Donc voilà la cave ou les chais. Donc là, c'est l'espace où j'entrepose tout le vin. Ce bâtiment donc, date de la fin du XVIIe, mais depuis 3 siècles et environ 50 ans d'utilisation à peine. Tu avais les bonnes caractéristiques pour stocker du vin ici? La chance extrême, c'est normalement en bord de mer, il n'y a pas de cave, à cause des risques de submersion. Et ici, on est enterré sur 3 côtés. D'accord. Donc on a une stabilité de température, on est en pleine obscurité, ce qui, pour mon métier, est parfait. Mais assez parlé. Il est temps pour Sébastien de déguster avec modération ce vin perlé tout droit sorti de l'océan. Tu vas avoir un profil très citronné, c'est ces arômes-là que j'arrive à attraper en fait, sous l'eau. Et aussi un léger gaz, en fait, un petit perlant voilà, qui renforce la sensation de fraîcheur. Très bien. Tu en mettrais le casse, hein, il est bon celui-là. Une cuvée atypique validée par notre guide. Poursuivons à présent notre escapade en longeant les falaises abruptes de la corniche basque. À seulement 6 km de Sokoa, se dresse fièrement sur la pointe Sainte-Anne le château d'Abadia. Pur joyau de l'art néo-gothique, il a été bâti entre 1864 et 1879 à la demande d'Antoine d'Abadie. Ce savant hors du commun était un passionné de géographie, d'astronomie et de culture orientale. Pour découvrir au mieux ce monument, Sébastien peut compter sur Viviane. Elle est incollable sur l'histoire du château et de son propriétaire. Voilà, donc bienvenue dans le château d'Abadia, château d'Antoine d'Abadie. C'est magnifique. Antoine d'Abadie était un explorateur scientifique qui a souhaité réunir dans sa demeure ses souvenirs de voyage. Donc je t'invite à monter au premier étage pour aller admirer les peintures qui représentent des scènes de la vie éthiopienne au XIXe siècle. Explorateur scientifique,
Antoine Dabadi a été profondément marqué par un voyage de 11 ans en Éthiopie qui lui a permis d'approfondir ses connaissances sur ce territoire alors méconnu. Ces illustrations étonnantes reflètent clairement l'impact que ce périple a eu sur lui. Ici, Antoine Dabadi livre un véritable compte-rendu ethnographique, avec par exemple ici les femmes au travail, également une scène de réception chez le chef, le parlement de la tribu Oromo. C'est des textes qui correspondent aux peintures ou... Alors ce sont des inscriptions en caractère guèze, c'est-à-dire la langue liturgique et intellectuelle éthiopienne. Et effectivement, ce sont les légendes des peintures qui se trouvent juste au-dessus et elles ont été composées par Antoine Dabadi lui-même. Une décoration qui invite au voyage et à l'exotisme. Mais ce château était avant tout un lieu de travail. Témoin de ce passé studieux, cette superbe bibliothèque en bois répartie sur 2 niveaux. Celle-ci abritait environ 10 000 ouvrages du temps de son propriétaire, dont 300 manuscrits éthiopiens rapportés de ses expéditions. Dis-moi Viviane, qu'est-ce qui a motivé tous ces voyages en Éthiopie? Alors Antoine Dabadi avait un rêve de jeunesse, parce qu'il lisait les récits de l'explorateur écossais James Bruce. Il souhaitait découvrir les sources du Nil, une quête qui était d'actualité à l'époque. Et c'est pour cette raison qu'il a été voyager en Éthiopie. D'accord. Explorateur, ethnologue et géographe, Antoine Dabadi était aussi astronome et membre de l'Académie des sciences. Ainsi, dans l'aile nord du château, une pièce entière est dédiée à l'étude des astres. Une salle sobre, en rupture complète avec le reste de la demeure. Dans son observatoire astronomique, eh bien, il avait fait construire cette lunette. Donc ici, on pouvait ouvrir la totalité des volets par un système de contrepoids qui lui permettait d'observer le ciel tout simplement. La position du château, ça a été quand même stratégique? Alors en fait, c'est même une question très importante puisque c'est l'observatoire lui-même qui a défini l'emplacement et l'orientation du château. C'est vrai que pour l'époque, ça reste quand même un lieu assez exceptionnel. Hein. Effectivement, parce que c'est un château éclectique. Il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment le voyage, ceux qui aiment la science, ceux qui aiment rêver avec des univers orientalistes, également avec les modes du 19e siècle, qui est un siècle de modernité et de découverte. Antoine Dabadi est mort en 1897, mais son observatoire lui a survécu jusqu'en 1975. Ce génie visionnaire ayant légué son château à l'Académie des sciences. Pour clore notre escapade sur la côte basque, Sébastien nous emmène à Ciboure, petite ville limitrophe de Saint-Jean-de-Luz. C'est dans l'auberge de Michel que vous allez découvrir un plat qui est ici incontournable. Bonjour Sébastien, ça va? Bien et toi? Ça va, ça va. Alors, tu tombes au bon moment pour que je te montre comment on fait le tureau. Nickel. Puis je vais te donner un petit tablier parce que quand même t'es pas venu ici que pour le manger. Ah non, j'espère. Je te suis. Le alors. tureau, c'est le plat traditionnel de la côte basque. Il est composé en grande partie de produits frais, tout droit sortis de la mer. La base du tureau, c'est beaucoup de poissons. Lesquels notamment? Alors nous avons de la lotte, du congre, du merlu et des langoustines. Enfin, nous, c'est notre base à nous. Hein. Après, toutes les familles ici ont leur tureau proprement dit. Alors on va commencer, la première chose qu'on va faire, tiens, je vais te faire travailler un petit peu. Tu vas faire revenir les langoustines, tu les chauffer, que ça chauffe bien, Ouais. et tu fais revenir. Et moi, pendant ce temps, je vais tailler le poisson. Ce plat typique est sacré dans le cœur des habitants de la côte. Et même si de nombreuses familles et restaurants possèdent leurs propres recettes, c'est incontestablement Michel, le grand spécialiste de ce ragoût de la mer. Tu fais revenir ça. Tu mets juste la moitié, ça suffit. Voilà. C'est quoi? C'est un plat de fête à la base ou c'est un plat qui mangeait sur les bateaux? À la base, c'était pas un plat de fête, c'était un plat qui faisait sur les bateaux avec des poissons qui ne vendaient pas. C'est un ragoût. C'est un ragoût de poisson. Hein. Maintenant, ça devient un plat de fête. Oui. Parce que vu le prix des poissons et compagnie, puis on ne met plus les mêmes poissons qu'avant. Avant, la lotte et compagnie, ils ne les mettaient pas. Hein. Et là, maintenant, tu rajoutes les oignons. Avec le temps, le tureau a acquis ses lettres de noblesse. Il est même devenu un mets recherché dans les restaurants. Un plat qui conserve ses origines simples, mais pas si facile que ça à préparer, n'est-ce pas Sébastien? Nous arrivons à la fin de la préparation. Notre plat peut maintenant mijoter tranquillement pendant 10 minutes. C'est l'occasion pour Michel de nous en dire un peu plus sur ce restaurant qui autrefois appartenait à son grand-père. À la base, c'est une épicerie et les pêcheurs venaient faire leur paye ici.
Donc il leur ramenait toute la goudaille, tu sais ce que c'est les goudailles, tout Ouais, ce que le patron donnait aux pêcheurs, il leur faisait à manger. Il a commencé à faire ça. Et puis en 70, il s'est dit, ben maintenant on arrête, on fait un restaurant. Et c'est justement de son grand-père que Michel tient la recette du tureau. Une recette qui contient bien des secrets. Bon Michel, alors après, la marche à suivre? La marche à suivre, je ne te la montrerai pas. Ah bon? Et non, parce que c'est là où intervient le petit secret que nous avons, que notre grand-père nous a laissé. Donc je t'invite à passer à table et tu pourras le déguster après et me dire qu'est-ce que tu en penses. Eh bien, je ferai honneur au plat alors. À tout à l'heure. Allez. Comme Sébastien, nous n'en saurons pas plus. Le secret familial étant depuis 40 ans très bien gardé. Voilà le churro Sébastien. Merci beaucoup Michel. Qu'est-ce que tu en penses de ton premier churro? Très bon. Je te remercie. Je vois qu'on a fait du joli boulot. T'es content de toi? Je suis assez content de moi. La prochaine étape de notre voyage dans le Pays Basque nous conduit à une 60aine de kilomètres à l'intérieur des terres, plus précisément à Saint-Jean-Pied-de-Port. Cette ravissante cité médiévale est l'ancienne capitale de la Basse-Navarre. Fondée au XIIe siècle à l'initiative du roi de Navarre, Sanche II, cette ville est depuis le Moyen-Âge un lieu de passage inévitable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle accueille encore aujourd'hui, été comme hiver, de nombreux pèlerins. Professeur de physique-chimie et d'art plastique à la retraite, Claude est également historien. C'est lui qui vous emmène à la découverte de Saint-Jean-Pied-de-Port et de ses environs. On est ici en Basse-Navarre, une des provinces du Pays Basque. C'est l'endroit le plus bas de la chaîne pyrénéenne, donc inévitablement ça a été de tout temps, depuis la préhistoire, un lieu de passage et un lieu de contact, un lieu d'échange. Et ça me plaît beaucoup. Et puis ensuite, c'est toujours un pays vivant. Le Pays Basque est un pays qui a une culture forte, un patrimoine très fort, mais ça ne s'arrête pas là. Le patrimoine, ce n'est pas simplement des monuments, des vestiges matériels, c'est aussi ce que les gens portent en eux. Pour nous guider au mieux, Claude a fait appel à Alain, agent du patrimoine de la ville. Il nous emmène à la porte Saint-Jacques, l'une des portes fortifiées de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui constitue l'entrée historique des pèlerins en route vers Compostelle. Est-ce que c'est vraiment la porte d'origine? Mais non, justement, cette porte, elle n'est pas du tout en son emplacement d'origine, puisqu'à l'époque médiévale, elle était un petit peu plus haut, dans la rue Saint-Jacques. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que cette porte a été détruite, à la fin du XVIIIe siècle, et qu'elle a été replacée ici. Et donc cette partie-là a été en fait très remaniée, puisqu'on voit très bien qu'il y a en fait un raccordement postérieur, donc du XVIIIe siècle. Oh, d'accord, avec le fait, chemin de ronde. Là. Voilà, donc qui monte vers la citadelle, qui est percée avec des meurtrières, de façon à protéger le front nord de la ville. D'accord. Comme le veut la tradition, nous entrons dans la ville par cette porte chargée d'histoire. En arpentant la rue de la Citadelle, vous pourrez admirer les ravissantes maisons basques typiques de la Basse-Navarre. Accolées les unes aux autres, de forme rectangulaire, elles se caractérisent par l'utilisation de la pierre de grès rouge, mais aussi par leur façade. Certaines sont en colombage, d'autres totalement en briques, mais beaucoup ont leur porte d'entrée surmontée par des linteaux sculptés, une sorte de carte d'identité de la maison et de ses propriétaires. Il y a le nom des habitants de la maison, donc du mari et de la femme. Ah oui, d'accord, on voit très bien. Johannes de Ribéry. Voilà. Ça, c'est le mari. Et Louise Duhalde. Voilà. Maître et maîtresse de la maison de l'André Chéna, puisqu'on donnait un nom à la maison. Et il faut savoir qu'au Pays Basque, la maison a un statut vraiment particulier. C'est-à-dire que certains habitants, on les qualifie en fait par rapport au nom de leur maison. On les appelle avec le nom de la maison. Voilà, par exemple ici, typiquement, on pourrait appeler Johannes de l'André Chéna, donc de la maison, l'André Chéna. Et ici, des linteaux comme celui-là, on en voit très très peu ici à Saint-Jean-Pied-de-Port, parce que comme j'ai dit, c'est un esprit un petit peu de ville. On est en milieu urbain. Maître et maîtresse de maison, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus dans les campagnes autour de Saint-Jean-Pied-de-Port. Tout à fait, oui. À Saint-Jean-Pied-de-Port, chaque rue, chaque édifice plonge les visiteurs dans le passé. Au XIVe siècle, fort de son emplacement sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville devient un véritable centre commercial du Moyen-Âge.
L'édifice dans lequel nous emmènent Alain et Claude est un véritable témoignage de ce passé florissant. Pour mieux le comprendre, il suffit de descendre cet escalier exigu jusqu'à cette vaste salle voûtée en ogive. Donc ici, nous nous trouvons dans la bâtisse dite de la prison des évêques. Et plus précisément, en fait, on se trouve au niveau de la partie la plus ancienne de la bâtisse. D'accord, on dirait un souterrain. C'est l'une des plus anciennes constructions de Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque cette salle voûtée, en fait, elle date du XIVe siècle. Donc ici, c'est un endroit qui était très important pour Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque c'était en fait un entrepôt à marchandises, le grand entrepôt à marchandises de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc c'est là qu'on voit que c'était une ville de commerçants. Une ville de commerçants, une ville de passage, avec beaucoup d'artisans et commerçants. Un des poumons économiques de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était vraiment ici. Donc contrairement à ce que dit le nom aujourd'hui de cette bâtisse, ce n'était pas une prison. Non, ce n'était pas du tout une prison à son origine. Elle est devenue une prison ensuite au XVIIIe siècle. Je vois plein de petits signes sur les pierres là. On sait ce que c'est, ça? En fait, c'est ce que l'on appelle des marques de tâcherons. Et c'est des marques qui ont été laissées par les tailleurs de pierre qui ont construit la salle voûtée. Une signature, quoi. Voilà, c'est comme une signature et ça avait une très grande importance pour l'artisan parce que ça lui permettait de justifier du nombre de pierres produites en une journée. Et à la fin de la journée, il allait voir le chef de chantier et il disait j'ai produit par exemple 10 pierres et il était payé en fait en fonction des 10 pierres qu'il avait produites en une journée. Il était payé à la pièce, quoi. Voilà, ils étaient payés à la tâche, c'est pour ça qu'on appelle ça les marques de tâcherons. Si vous aimez l'histoire, vous apprécierez probablement celle de la citadelle qui domine la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Édifiée en 1628 sous Richelieu, puis remaniée par Vauban quelques années plus tard, elle protégeait autrefois la frontière entre la France et l'Espagne. Jusqu'en 1921, elle a été le lieu de vie de la garnison militaire qui y avait établi ses quartiers. Là, on a de la chance parce qu'on va pouvoir rentrer à la citadelle. Et oui, normalement, c'est interdit au public. Normalement, c'est interdit au public. Et donc, on va rentrer par cette porte royale et on va rentrer à la place d'Armes. C'est vraiment une petite porte royale. Oui. Oh là là, c'est une sacrée architecture quand même. Voilà. Aujourd'hui, visiblement, ces bâtiments servent toujours. Il n'y a plus de garnison militaire depuis 1921. Mais en fait, aujourd'hui, c'est le collège public de Saint-Jean-Pied-de-Port qui est aménagé ici depuis les années 60. Un cadre certes peu banal pour un établissement scolaire. Mais le clou du spectacle, c'est sans aucun doute la vue imprenable qu'offre cette citadelle sur la ville. Ah, voilà un panorama. Superbe vue qu'on a sur tous les quartiers Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah oui, on voit très bien l'évolution. L'évolution de la ville avec les différents quartiers, les quartiers neufs tout à fait au fond. Je suppose que tu n'es pas prêt de quitter cette région et d'aller vivre ailleurs. Non, moi, je suis amoureux de cette ville. Je suis passionné par son histoire, par son patrimoine. Donc, pour rien au monde, je me déracinerai de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, on peut visiter l'ensemble de la base Navarre. Voilà, de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un petit peu une voie de passage encore aujourd'hui. Parce que de Saint-Jean-Pied-de-Port, on peut aller sur Bayonne, sur la côte basque. Donc, c'est vraiment encore aujourd'hui un carrefour d'où on peut rayonner vers différents villages autour. Après Saint-Jean-Pied-de-Port, Claude a choisi de nous emmener à 30 km de là, un peu plus loin dans les terres. Car non loin du village de Saint-Martin d'Arrebout, se trouve un véritable trésor géologique et archéologique. Bonjour. Aude, préhistorienne, est également guide des grottes d'Itsuritz et d'Otchoselaya, un site emblématique de la préhistoire. C'est toujours émouvant de rentrer ici. Voilà, on va avancer jusqu'au chantier archéologique. Dès le début du XXe siècle, ce site exceptionnel a fait l'objet de nombreuses fouilles, révélant ainsi de précieuses informations sur notre passé. On a atteint une couche là très ancienne. C'est du temps où il y avait des ours des cavernes dans la grotte. Là, on a devant moi l'énorme et belle dent, la mandibule. C'est une mâchoire d'ours qui ont été là. On en a retrouvé beaucoup dans le site. Et c'est notre limite des occupations humaines parce que partout au-dessus, là, sur toute la partie supérieure, on a plutôt Cro-Magnon. Et donc là, on est tombé sur des âges très anciens, puisqu'on remonte quand même à 40 000 années sur ces connaissances de ces populations-là. Donc là, on a toutes les couches bien visibles. Alors, on peut suivre toute cette couche parce que toutes les occupations humaines, en fait, elles sont définies en fonction des couleurs et des textures. Donc on a véritablement des chapitres de l'histoire de l'humanité. Complètement. C'est un feuilletage, en fait, que les archéologues travaillent, qu'on a travaillé pendant 10 ans.
La salle d'Itsuritz, beaucoup plus vaste que la première, était il y a 17 000 ans l'espace de vie des artisans. En plein cœur de celle-ci trône un pilier d'art sculpté en bas-relief. Juste en face de nous, là, on a en réalité des cervidés qui ont été représentés. Donc face à nous, là, on a le fameux grand renne qui est magnifique par sa tête. Malheureusement, elle est un peu cassée sur l'avant. Et par contre, après, tout est en détail. Avec le départ des bois du renne dans toute cette partie-ci, sa petite oreille. Et si on suit en fait notre renne, on a le volume de la cuisse, les pattes arrière tout en détail anatomique. On retrouve les deux pattes, toujours en détail. On a toute la perspective là, comme ça. Voilà, exactement. Les pattes avant, toujours sur des plans différents. Une patte qui est plus courte aussi que l'autre. Et puis le poitrail du renne. Est-ce que ce sont des œuvres d'art ou est-ce que ça avait un sens? Alors ça peut être un élément pédagogique, ça peut être un élément sacré. Le sens, il nous échappe. Encore un mystère dans cette grotte. Un parmi bien d'autres. Suivez-nous à présent dans les profondeurs de la Terre. 15 mètres de calcaire plus bas se trouve la grotte d'Otchoselaya, un fabuleux chef-d'œuvre de la nature façonné par l'eau. Et voilà, on entre dans un des joyaux d'Otchoselaya ici. Et en fait, c'est la salle de musique naturelle. L'auditorium. L'auditorium, pratiquement. Autour de nous, il n'y a que des instruments de musique, c'est la pierre. Et si on les percute doucement, ça produit tous les sons qu'on a là. Une monumentale cathédrale de roche a coupé le souffle. Une visite dans les entrailles de la Terre qui s'achève sur une mélodie que jouaient peut-être nos ancêtres il y a des milliers d'années. Après ces douces sonorités, laissez-vous envoûter par les paysages vallonnés de la Navarre, loin, très loin du tumulte des villes. Ici, au détour d'une colline, vous pénétrerez peut-être sans le savoir dans le pays Quin. Le pays Quin, Quintoa en basque, est une véritable curiosité territoriale et administrative. Un petit bout de terre qui appartient à l'Espagne, mais qui est administré par la France. Un statut unique que connaît bien Marie-Antoinette. Elle est née ici et fait désormais partie des 25 derniers Quintoars, les habitants de cette enclave si particulière. Et au pays Quin, on n'est jamais au bout de ses surprises. Quand on cherche la frontière, il faut fouiller un peu. Ah, ça y est, je vois la borne. Ah, Elle était presque cachée là. Hein. Oui, oui, cachée la pauvre. Oui. Bon, on ne doit pas l'admirer souvent quand même. Hein. Ah, Ça fait longtemps qu'elle a été posée. c'est le 139, non? Tout à fait. Oui, 139. Tout à fait. Et on devrait trouver dessus les marques qui désignent les autres bornes. Oui. Voilà. De l'autre côté, théoriquement, il devrait y avoir le même numéro. Oui, oui. Oui, Voilà. oui. Alors c'est intéressant parce que 139, ça veut dire qu'il y a déjà 139 bornes depuis l'Atlantique. Tout à fait. Et jusqu'en Ça Méditerranée, continue. il y en a encore plus de 200. Absolument. Alors si je comprends bien, vous êtes en Navarre en ce moment? Moi, je suis en Navarre. Moi, je suis dans la Navarre du Nord, en France. Oui, en ici. France. D'accord, Voilà, oui. exactement. Ouais. Moi, je suis au pays Kent. Voilà. Voilà. Alors, Et la frontière passe entre nous. Entre nous, voilà. La On a limite. des frontières. Oui, voilà. voilà. Alors, ce qui montre bien l'aberration des frontières, quoi. Regardez, Ben oui. l'exploitation ici, Surtout. on a la maison qui est là et la borde de la maison qui est ici, Tout à la fait. grange. Tout à fait. Une frontière entre une maison et sa grange. Une situation insolite qui remonte au XIXe siècle. En voulant régler des problèmes de pâturage qui affectaient les relations entre les bergers français et leurs homologues espagnols, le traité des Pyrénées de 1856 a créé le statut si particulier du pays Quin. Aujourd'hui encore, ce territoire est le royaume des moutons et des bergers. Michel est un berger quintoar pure souche. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va? On se promène, ça va? Oui. Bonjour Marie-Antoinette. On est venu vous voir au pays Quin, mais où exactement? Voilà, ici vous êtes dans la propriété de Soubillonnois. C'était cette maison. Voilà. Et vos parents habitaient là, donc? Et oui, moi je suis né là, Dans cette maison? dans cette maison. Et jusqu'à quelle année vous êtes resté dans cette maison? Oh,
Ça fait Vous êtes une quarantaine d'années qu'on est parti D'accord, d'ici. d'accord. Et l'activité principale, l'élevage. Voilà, l'élevage. D'accord. Ça a toujours été ça, l'élevage. Oui. Et quelques brebis, vaches, quelques juments, voilà. D'accord. Et vous n'êtes pas isolé, il y a d'autres bergers qui sont installés à proximité ou plus loin Il y a quelques-uns là, mais je reste un des derniers là. Hein, D'accord, oui. d'accord. Un des derniers, oui. Et comment vous voyez l'avenir de ce territoire maintenant? Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un après moi qui commence à traire les brebis, ça m'étonnerait, D'accord. mais il y aura toujours des bêtes, ça je pense. D'accord. oui. Ils viendront en pâture seuls ici. Voilà, D'accord, pâturer, d'accord, oui. pâturer. Oui, On d'accord. viendra les voir Oui. de temps en Oui. temps. Et puis, voilà. Avec le chien. Avec le chien, Comment il s'appelle ouais. Comment il s'appelle le chien? Chippy. Chippy. Oui. C'est lui qui fait le travail en fait. Oui, c'est lui. Il est plus jeune que moi aussi. Bon, Michel. Bon, allez. Eh bien, je t'embrasse. Hein. Oui, allez. Allez. Au revoir. Allez, Allez, porte-toi on est- bien. Voilà. Et rêve qu'il y aura des petits-enfants qui vont venir encore. Ben, Qui il faut, sait? il faut Il faut toujours rêver. rêver. Il faut Voilà. toujours rêver. Voilà. Au revoir, monsieur. La relève de Michel est loin d'être assurée et le Péiquin se désertifie peu à peu. Alors un conseil, pressez-vous de découvrir ce territoire unique, véritable havre de quiétude en dehors des sentiers battus. Rassurez-vous, notre escapade en terre basque est loin d'être terminée. Il est temps à présent de faire un petit détour dans le cœur historique de la province de la Soule, plus précisément à Mauléon. Bâtie sur les rives du Gave, cette charmante ville a des origines qui remontent à l'époque médiévale. Mais Mauléon s'est considérablement développé au XIXe siècle grâce à l'implantation de l'industrie de l'espadrie. Claire est conseillère en séjour à l'Office du tourisme et n'a qu'une envie, nous faire découvrir les richesses de sa province à laquelle elle est profondément attachée. On n'est pas dans les clichés du Pays Basque en Soule. On n'a pas des toits en tuiles rouges, c'est atypique. C'est un petit territoire avec sa langue à part, son architecture qui est différente. Il y a un chant qui s'appelle Gouré Shibeo Shokuan. Ça veut dire, en gros, c'est notre petit coin de Soule qui est un peu loin de tout, mais en fait, où il y a déjà tout, donc t'as pas envie de partir. Pour Claire, la première chose à voir en arrivant à Mauléon, c'est incontestablement son château fort du IXe siècle qui surplombe la ville. Un avis qu'elle partage avec son ancien professeur d'histoire, Joël. Bonjour. Onkijin Gastelouan, Claire. Bienvenue au château fort de Mauléon. Eshkerikranich, comment vas-tu? Très bien. Et toi aussi? Très bien. Bon. Et donc moi je suis venue jusqu'ici pour en apprendre un peu plus sur le rôle qu'a joué en fait le château par rapport à la ville et à notre petite province. Alors le château, c'est le château des vicomtes de Soule, donc évidemment du chef au Moyen-Âge de toute cette province basque de Soule. Et donc il fait bâtir au-dessus de la ville, dès le XIIe siècle, ce château sur une motte castrale. Donc on entasse de la terre en créant ces douves. Et sur cette terre, on construit donc cette bâtisse d'abord en bois, puis après en pierre. D'accord, mais pareil, on va jeter un coup d'œil là-dedans. Tout à fait. Au fil des siècles, ce château fort a été le théâtre de nombreux conflits, incendies et pillages en tout genre, et a même été démantelé en partie au XVIIe siècle. Si vous empruntez ce chemin de ronde qui entoure le château, vous ne pourrez qu'apprécier ce joli panorama sur les vallées avoisinantes et bien entendu sur Mauléon. Regarde cette belle vue. Ça, c'est les Champs-Élysées de Mauléon. Oh, belle comparaison. Quand tu vois d'ici, ça fait assez... La vue est sympa quand même, en voyant d'ici. Et en dernier plan là-bas, donc les collines. Voilà, on peut dire de Mauléon que Mauléon est une ville à la campagne. Regarde tous ces espaces verts. Et c'est là justement où peut-être les bergers sur ces collines qui avaient la possibilité de s'interpeller d'une colline à une autre par le grand cri Sinka ou Irinsina, qui finalement serait l'ancêtre du téléphone portable, déjà au Moyen-Âge. D'accord, il n'a pas de souci de réseau, effectivement, il suffit de gueuler un coup et tout le monde comprenait ce qui se passait. Exactement, il suffisait de poser son petit Irinsina et ça partait très bien comme ça. D'accord, ok. À Mauléon, ne soyez pas surpris si l'architecture des habitations ne ressemble pas aux maisons à pans de bois rouge que l'on peut voir dans tout le reste du Pays basque. Mais rassurez-vous, notre ami Joël a sûrement une très bonne explication à ce propos.
Je te présente ici, Claire, donc Maolegagne, la haute ville, qui est donc au pied du château fort, et donc évidemment une ville en hauteur, une ville fortifiée, tu vois, avec ses murets, qui permet justement de se protéger entre toutes ces maisons qui sont tout à fait le style de la maison Souletine, la maison basque de montagne. Et alors qui se retrouve très bien avec donc le rez-de-chaussée avec les portes cochères, comme ça là-bas avec des arcades, où on pouvait rentrer des animaux. Dès le 19e siècle, Mauléon se lance dans la production artisanale d'espadrilles et donc s'agrandit. Les habitants de ces maisons bourgeoises partent s'installer dans la toute nouvelle basse-ville, laissant ainsi leur logement aux nombreux immigrés espagnols et portugais venus en renfort de main-d'œuvre. Et dans ces maisons, on a fait facilement 20 personnes qui logeaient ici, avec plusieurs appartements, et qui se mettaient devant la maison avec un chevalet pour coudre les espadrilles, bout et talon. Bout et talon, c'était simplement, c'était pas vraiment le fait de coudre l'espadrille tout le long, c'était de faire ça. Ah ouais? De faire cette partie justement donc alors on disait bout et talon parce qu'on la faisait du bout jusqu'au talon. Ah ok, donc en fait elle faisait la couture de toute l'espadrille. Voilà. Et sur un petit chevalet, et puis il y avait une certaine convivialité. Alors ça parlait basque, ça parlait espagnol, ça parlera même portugais dans certains quartiers comme ça. C'est vrai que le quartier de la Haute-Ville, ça fait un peu petit village dans la ville, quoi. Voilà. C'est ce côté-là qui est assez sympa, le côté convivial, quoi. Au XXe siècle, la ville va se développer et connaître son véritable âge d'or. C'est cette rivière, le Gave de Mauléon, qui lui permet alors de se moderniser plus rapidement que les autres villes du département. Elle est même pionnière dans certains domaines, et ses habitants n'en sont pas peu fiers, à commencer par Joël. Mauléon est la première ville électrifiée en 1891 pour les usines, comme pour aussi 50 lampes électriques qui sont installées tout le long de la rue Victor Hugo. Alors que Paris, par exemple, se servait encore de bec à gaz et n'aura l'électricité que 10 ans après. La fée électricité va donc permettre à la ville de Mauléon de devenir le premier centre industriel de la Soule. Et sa principale production, c'est une chaussure que bien entendu vous connaissez, l'espadrille. Auparavant fabriquée à la main, la sandale basque a été produite en masse pendant des décennies dans les usines de la ville. Même si depuis les années 50, sa production a fortement diminué, il existe encore à Mauléon des vieux instruments de fabrication toujours en état de marche, comme cette machine à tresser le jute qui appartient à Jean-Pierre, fabricant d'espadrilles depuis 1977. Ça casse les oreilles. Ça fait des bruits. Bon, alors tu vois, cette tresse-là qui est magnifique au demeurant, et bien maintenant, je vais la travailler ici. Ici, c'est le poste qu'on dit le poste du mouleur. Donc ça, c'est la corde juste qu'on a fait dans la machine en bobine, la machine à tresser. D'accord. Donc ici, j'ai la mouleuse. D'accord. Voilà. Et ça marche comme ça. Ici, il y a des petits trous, ça correspond à des pointures. Enfin, je passe les détails, sinon on sera là à minuit. Ouais. Et je tourne. Et ça dure de... Enfin, on doit piquant, ça. Ça doit dater, pas des croisades, mais... Non, mais c'est vrai. Regardez l'usure, la patine, bon, c'est merveilleux. Et moi, sentir ça sous la main, ça me donne la force. Je me dis, tiens, tous nos anciens ont travaillé là-dessus. Ça, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Ouais. J'en ai une là-bas, toute neuve, mais je m'en sers jamais. Je me sers toujours de la vieille. Une technique et des gestes ancestraux que Jean-Pierre pratique depuis 37 ans, toujours avec la même passion. Une fois la semelle formée, elle est ensuite assemblée dans cette imposante compresse. Mais la suite de la fabrication se poursuit dans un autre espace, nettement plus moderne, où nous emmènent nos amis basques. Voilà, je vais te montrer notre atelier familial. Un atelier familial géré aujourd'hui par la fille de Jean-Pierre et qui produit quotidiennement des espadrilles 100% artisanales. La première étape de leur fabrication, c'est la découpe de tissu. Mais pour cela, on utilise des emporte-pièces. Voilà, c'est une lame à la forme de l'espadrille. D'accord. Voilà, ça c'est l'avant. D'accord. Après, il faudra assembler toutes ces pièces. D'accord. Une fois les morceaux de tissu découpés, c'est à la main qu'ils sont cousus ensemble et cette opération s'appelle le claquage. C'est une opération qui est très simple, mais qui mérite quand même un peu de précision parce qu'il faut absolument qu'à l'arrivée, nous ayons la bonne pointure. Si on croise trop, on ne sera pas bon. Qu'elle soit pour hommes, femmes ou enfants, qu'elle soit vendue en France ou bien à l'étranger,
Chaque paire d'espadrilles produite ici est unique et de très bonne qualité. Un travail minutieux qui demande du temps. C'est un peu long. C'est un peu long, c'est vrai. Mais on obtient un résultat parfait. C'est de la haute couture dans l'espadrille. C'est ça, Céline. Et oui, qui aurait cru que l'espadrille, cette chaussure du pauvre, deviendrait un jour une sandale chic et tendance. Dans les années 60, l'industrie de la mode s'en empare. Les plus grandes célébrités en sont chaussées. Grace Kelly, Lauren Bacall ou encore Humphrey Bogart. L'espadrille devient un classique vestimentaire, synonyme de vacances et de farniente. Claire, alors tu as vu la fabrication de l'espadrille de Moléon, hein? Bon, et je voudrais que tu partes d'ici avec un souvenir. Ah, c'est sympa. Je sais que tu fais du 38, donc je t'offre une paire d'espadrilles. J'espère qu'elles te plairont. C'est super sympa. C'est vrai qu'ils sont sympas, Jean-Pierre et Sandrine. D'ailleurs, si comme Claire vous souhaitez visiter leur atelier, sachez que c'est possible. Vous y recevrez un accueil des plus chaleureux et y trouverez à coup sûr chaussures à votre pied. À Moléon, n'hésitez pas à vous balader le long de la place principale. Il vous sera alors impossible de ne pas remarquer la magnifique demeure qui se dresse au beau milieu de celle-ci. De style Renaissance, le château d'Andurin est typique du Grand Sud-Ouest du XVIIe siècle. Toujours habité, ce château privé vous ouvre ses portes durant l'été. Claire a rendez-vous avec Madame Fabrègue, la propriétaire des lieux, qui nous ouvre les portes de sa demeure. Bonjour Claire, heureuse de vous accueillir. Merci Madame Fabrègue. Cheminée classée, décoration d'époque, ce château est un lieu de visite incontournable pour les amateurs d'histoire et d'architecture. Mais c'est à l'étage, sous les combles, que se trouve la salle la plus surprenante. Waouh! Je reste sans voix sur la forme en fait de la charpente. On dirait la coque d'un bateau renversé en fait. Bah, c'est exactement ça. C'était des charpentiers de marine qui venaient réaliser ce type de charpente parce que c'est exactement la même technique. C'est impressionnant. On dit qu'ils faisaient des bateaux l'été, puis l'hiver, ils allaient faire des charpentes. D'accord. D'accord, double activité. Ouais. Les bois courbés, vous voyez, qu'on appelle des aisseliers, on ne peut pas les courber à la chaleur parce qu'ils sont trop épais. Donc, il fallait trouver dans la nature des formes appropriées. On est saisi d'admiration devant le travail de nos ancêtres qui, avec des moyens minimes, arrivaient à faire des travaux de cette envergure. Un château qui mérite décidément le coup d'œil et que nous vous conseillons vivement d'aller visiter. Mais il est temps pour nous de prendre congé et de partir à l'aventure aux confins de la Soule sauvage, réputée pour ses paysages naturels exceptionnels. Nous allons vous faire découvrir un des sites les plus spectaculaires dans le Pays basque, peu connu du grand public. Pour nous y conduire, Claire a fait appel à Bichente, un guide de haute montagne averti. C'est parti pour une ascension de 45 minutes en plein cœur de la verdoyante lande Soultine. Bon, on commence à avoir un petit point de vue là. C'est cool parce que le soleil qui commence à arriver. Ça se dégage. Voilà. Et regarde, c'est une jolie forêt de hêtres. Et là on voit que tu vois, les feuilles elles commencent un peu à jaunir. Ouais, ça commence à passer. Ça sent l'automne là. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que là la forêt de hêtres elle est principale et essentielle ici, dans le coin. Et d'ailleurs on a la forêt de hêtres d'Irati, la plus grande forêt d'Europe, qui est juste derrière là. D'accord. On continue? Allez, on y va. Nous sommes presque arrivés à notre but. Soyez patients, encore un petit effort, car la récompense de cette randonnée se trouve quelques centaines de mètres plus haut. Ah, quand même. Bon ben là t'as la passerelle quoi, on le sortait. Ouais. Il y a combien de vide là? Autour de 150. Ah ouais, pas mal quand même. Enjambant l'impressionnant canyon d'Ola-Dubi, la passerelle d'Olsarte est un pont suspendu digne des plus grands films d'aventure. Elle offre un panorama unique sur ces gorges creusées il y a plus de 80 millions d'années. Ah, tranquille, hein. Regarde, ça va aller? Oui, ça va.
Tranquille, cool. On va y aller cool quand même. Aucun risque bien sûr en la traversant, mais mieux vaut quand même ne pas être trop sujet au vertige. Et Olsarte, est-ce que tu sais d'où ça vient toi, le mot même? Étymologiquement, Olso Arte, c'est entre les parois, en basque. Entre les parois, le canyon, le grand canyon d'Ola du Bi, quoi. Et donc en fait, la passerelle a été faite en 1920. Mais ça serait des ouvriers d'une aciérie qui était implantée à Tardès, qui auraient pour l'exploitation en fait, de la forêt juste en face, la forêt d'Olsarte. Ouais. Ils ont dressé cette passerelle via des câbles d'acier. Donc c'était vraiment pour de l'utilisation. Voilà, c'était un outil de travail à la base. D'accord. C'est assez sympa de découvrir des coins comme ça en Soule, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même pas mal hein, dans ces petits coins-là, petits coins de Soule. Hein. Un petit coin de Soule préservé, inapprivoisable, bien loin des clichés de cartes postales et du tourisme de masse. Considérée comme la province la plus sauvage du Pays basque, la Soule est un territoire unique, fort d'une langue et d'une culture qui lui sont propres. C'est donc en musique que notre voyage se termine. Un chant basque traditionnel que ces trois sultans entonnent rien que pour vous, au beau milieu d'un décor exceptionnel. Consolana iteni